moi, c'est David Seznec. Donc, j'ai rejoint la trésorerie de Crédit Agricole des Côtes d'Armor en novembre 2024, donc il y a 3-4 mois. Ça fait maintenant 15 ans que je suis à la caisse régionale. J'ai commencé à la compta, sur les déclarations financières, etc. Et ensuite, j'étais au contrôle financier pendant 4 ans. Et là, depuis 3 mois, je suis à la trésorerie des Côtes d'Armor. Ok. Voilà, donc notre activité, c'est principalement de la liquidité, hein, chercher du refinancement court terme, moyen terme. C'est se couvrir contre le risque de taux, parce que dans le bilan de la banque, les crédits sont principalement à taux fixe. Notre financement, notre ressource est à taux variable, que ce soit du refinancement de marché ou même la collecte clientèle, que ce soit le livret A, finalement c'est du taux variable. Donc de la couverture et aussi les fonds propres, donc c'est des investissements pour faire travailler un petit peu les fonds propres de la caisse régionale. Ok. Voilà. Est-ce que pendant ta présentation, on peut te poser des questions ou Bien est-ce que sûr. tu préfères... Non, non, bien sûr, n'hésitez pas, hein, parce que bon, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, c'est des présentations qu'on peut faire au marché chez nous, qui sont sur des marchés, aux professionnels, aux entreprises. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous couper si vous avez des questions, des interrogations sur tel ou tel point. Parfait. Merci beaucoup. Bah, c'est parti, David, tu peux y aller. Ouais, voilà. Je cherchais, j'arrivais plus à le faire défiler. Hop, Ok. je change d'écran. Hop, pardon. Hop, elle est où ma souris? Non. Hop, oui, alors, le contexte économique et le contexte de taux. En fait, je vous propose déjà de commencer par le contexte de taux pour bien se plonger dedans. En fait, le premier objectif, c'est vraiment voir comment évoluent les taux et bien essayer de lutter un peu contre l'idée reçue qu'on a un peu dans les médias qui dit baisse des taux de la Banque centrale veut dire baisse des taux de crédit immobilier. Donc déjà, ça fait appel à des notions en fait de taux court, taux long. Donc les taux courts, c'est quoi? C'est les taux qui sont inférieurs à un an. Et ici, on a pris l'exemple de l'Ester et de l'Euribor 3 mois. Alors l'Ester, qu'est-ce que c'est? L'Ester, c'est le taux au jour le jour auquel les entreprises ou les banques se refinancent à très court terme. Ça sert aussi de base à la rémunération de toutes les tickets monétaires et aussi le livret A parce que la rémunération en fait est basée à 50% sur l'Ester. Euh, et l'ester, ce qui est intéressant, c'est que ça suit parfaitement l'évolution en fait si vous voyez sur l'écran, l'évolution des taux de la Banque centrale. Donc dès que ça monte, en fait, c'est qu'il y a une décision de la Banque centrale européenne de remonter ses taux. Et aujourd'hui, on est dans un cycle de baisse, donc la Banque centrale a procédé à des baisses de taux. Et donc on voit que l'ester, le taux au jour le jour, suit parfaitement les décisions de la Banque centrale. Pourquoi la banque, on verra plus tard, mais pourquoi la Banque centrale ajuste sa politique de taux? En fait, c'est pour lutter contre l'inflation. L'objectif de la BCE, de la Banque centrale, c'est de maintenir une inflation autour de 2%, qui est son objectif. 2022, donc on ne voit pas 2022, mais la Banque centrale avait procédé avec des hausses de taux justement pour lutter contre l'inflation qui avait été générée du fait de la sortie de Covid et qui avait été augmentée en fait avec l'impact de la guerre en Ukraine, notamment sur l'énergie. Ensuite, en taux court, il y a l'Euribor 3 mois, en fait. C'est pareil, c'est l'Euribor 3 mois, comme son nom l'indique. En fait, c'est une anticipation des taux courts à 3 mois. Ça sert notamment de base beaucoup aux entreprises pour le refinancement des entreprises. Donc, le fait que l'Euribor 3 augmente, ça impacte directement le coût de la ressource du refinancement des entreprises. Et on voit que, pour bien comprendre le principe, hein, dans un cycle de hausse de taux, le Euribor 3 mois est au-dessus de l'Ester, tout simplement parce qu'à un instant T, on anticipe des hausses de taux. Donc le Euribor 3 mois est au-dessus. Inversement, aujourd'hui, on est dans un cycle de baisse de taux. On voit que, on voit qu'on est dans un cycle de baisse de taux, donc le Euribor 3 mois est en dessous de l'Ester, tout simplement parce que le marché continue aujourd'hui d'anticiper des baisses de taux. Donc, voilà à peu près sur les taux courts. Les deux plus importants, c'est l'Ester et le Rebord 3 mois qui servent de base notamment au refinancement des entreprises et sur le coût du refinancement des entreprises. Et pareil, ça impacte aussi tout ce qui est crédit habitat, etc.
Et ensuite, on passe au taux long. Et là, c'est la courbe rouge. Là, on voit que c'est tout de suite, c'est plus complexe. J'ai repris le swap 10 ans. En fait, c'est tout simplement, c'est comme le Rebord 3 mois. En fait, c'est l'anticipation des taux, mais sur une période beaucoup plus longue, sur 10 ans. Et on voit que ici, par exemple, fin 2023, on a eu une forte baisse des taux longs, alors que la BCE n'avait pas procédé encore à une baisse de taux. Et c'est Mhm. tout simplement parce que les anticipations de marché, en fait, anticipaient des baisses de taux fortes à venir sur 2024. Donc, on a eu une très forte baisse fin 2023, mais par contre, comme les baisses de taux ne se sont pas matérialisées, finalement, les taux longs ont remonté, notamment les taux de crédit sur l'habitat. Et on voit que quand les baisses de taux se sont matérialisées à partir du printemps 2024, et il y a eu la baisse de l'inflation, on voit que les taux longs sont repartis à la baisse. Et ici, depuis quelques mois, enfin depuis quelques semaines plutôt, depuis mi-novembre, on voit que les taux longs remontent. Pourquoi? Parce que il y a eu la motion de censure en France, il y a eu voilà, plusieurs risques, l'inflation qui ne baisse pas autant que prévu, les derniers mètres, l'objectif c'est 2%, on n'est pas loin des 2%, mais on voit que pour atteindre 2%, c'est compliqué. Donc finalement, voilà, les taux longs sont remontés. Et pourtant, il y a une baisse des taux de la BCE, mais les taux de crédit remontent un petit peu dans les taux longs. Donc c'est un peu le paradoxe, on a une baisse des taux, mais on peut dans le même temps avoir une hausse des taux longs parce que ce n'est qu'une question d'anticipation des taux futurs. Donc, les taux Donc longs, ça là, veut ce que tu veux dire dire, c'est que ils anticipent finalement des taux qui vont augmenter on peut croire à la fin 2025, quoi. là, ça veut dire qu'ici, le marché anticipait en fait de fortes baisses de taux Ouais, et il en anticipe un petit peu moins maintenant. ok. Voilà. C'est pour ça que les taux sont remontés alors que la BCE continue de baisser les taux. Voilà. Mais on voit que le Ribor va continuer à baisser parce que effectivement, c'est qu'à 3 mois. Donc finalement, il regarde à 3 mois, il y a encore des baisses de taux de la BCE. Donc on est encore en dessous. Une petite question. Quand on Oui, dit il pense, c'est qui il? ah oui, quand je dis il, c'est le marché, tout ça, c'est les anticipations de marché. Voilà. C'est comme dans une entreprise, c'est l'offre et la demande. Donc, voilà, il y a des acheteurs, des vendeurs, et voilà, il y a un point d'équilibre, et c'est le point d'équilibre. C'est les anticipations du marché. En fonction des messages de la BCE, de tous les chiffres, mais on va le voir derrière hein, sur la partie la presse économique, en fonction des chiffres sur l'inflation, sur la croissance économique, etc. Les banques centrales ajustent leur politique en fonction de tout ça. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la présentation, sauf si vous avez des questions sur la partie taux encore, sur l'évolution des taux, sur ce qu'on a pu voir, parce quelles sont vos problématiques par rapport à du refis, etc. Enfin, ou des placements, mais Et sur le financement des entreprises, du coup, est-ce que tu peux, enfin, peut-être que tu vas en parler un petit peu plus tard, mais. bah, sur le financement, si vous êtes à taux variable, bah, vous êtes refinancé à taux variable. Bah, finalement, plutôt une bonne chose, parce qu'on voit que la base du refinancement à taux variable, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on voit que le Euribor va baisser. Hmm. Alors, le point d'équilibre de la BCE, c'est autour de 2%, donc entre 1,75 et 2,25. Donc, on peut imaginer voir le Euribor 3 mois descendre autour de 2%, donc ici, d'ici la fin de l'année. Ok. Donc, ça veut dire que si vous avez emprunté à Euribor plus 100, par exemple, ça veut dire que votre taux sera à 3%, alors qu'il était à 5% en début 2024. Hmm. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Euh, si vous empruntez un taux fixe ou que vous allez emprunter un taux fixe, le meilleur moment pour emprunter un taux fixe, c'était en novembre 2024. Là, si vous empruntez aujourd'hui, alors après, il y a des pareils entre les banques, il y a la concurrence, donc bon, Hmm, ça hmm, ne hmm. reflète pas forcément autant que ça, mais logiquement, ça coûte un peu plus cher de se refinancer à taux fixe aujourd'hui. Voilà. Ok. Euh, Ok. ensuite, hop, si je retourne sur. Ensuite, alors oui, donc on a vu la synthèse des taux. Ensuite, qu'est-ce qui joue sur les politiques monétaires? Qu'est-ce qui joue sur, sur les politiques des banques centrales? C'est la croissance économique et l'inflation.
Donc, juste une petite diapo de synthèse, en fait, pour mettre en lumière, en fait, tout ce qui peut... Pardon, j'ai pas entendu. Tout ce qui peut rentrer en ligne dans la politique bancaire, monétaire des banques centrales. Déjà, c'est un monde qui est assez complexe, donc il y a plusieurs dynamiques au niveau des pays. On a vu une accélération de la croissance aux US. La croissance en Union européenne, elle est assez faible, et il y a même des disparités au sein de l'Europe, avec l'Espagne qui est en forte croissance, l'Allemagne qui est en récession, la France qui est en croissance très limitée. Donc, pas facile de mettre en place une politique monétaire commune au sein de l'Union européenne. Il y a la hausse du risque géopolitique, que ce soit en Ukraine, la guerre commerciale menée par Trump, la hausse des tarifs douaniers. Et bon, l'inflation maintenant proche de sa cible, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, donc pas très loin des 2%. Mais par contre, il y a des incertitudes qui persistent sur le cycle d'assouplissement monétaire, donc c'est les variations de taux qu'on a pu voir tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous avez des questions. Hop. Ensuite, sur les perspectives de croissance inégales, on voit qu'aux US, la croissance, elle était attendue à 2,7. Les chiffres sont tombés, les derniers chiffres sont tombés. On atteint 2,8. Donc, on a eu une accélération de la croissance aux États-Unis. En Europe, la croissance était attendue à 0,8. Elle a bien atterri à 0,8%. On voit qu'en Europe, elle devrait peut-être remonter un petit peu en 2025 et 2026 à 1 et 1,2% du fait des baisses de taux. Aux US, elle devrait se ralentir un petit peu, passer de 2,8 à 2% environ. Et on voit que là où il y a la croissance, c'est notamment dans les pays émergents, et notamment également l'Inde qui est forte croissance à plus de 6%. Donc aujourd'hui, la croissance mondiale est plutôt là-bas. Alors qu'en voilà, Europe, c'est assez limité. Ici, tac. Pour les derniers indicateurs annoncés, en fait, suggèrent une croissance résiliente aux US. On parle d'indicateurs avancés, c'est les PMI qu'on entend peut-être parfois dans les journaux échos. En fait, c'est des indicateurs avancés, notamment sur les carnets de commandes en fait, des entreprises. On voit que alors, le fait qu'il y ait un niveau supérieur à 50, ça montre qu'il y a une croissance économique. Et on voit que l'indice est ressorti à 52 en janvier, alors qu'il était à 54 en décembre. Et le marché, le consensus attendait plutôt 54,3. Donc en fait, ça montre quand même une décélération quand même sur le premier trimestre aux États-Unis et qui vient valider les premières estimations du ralentissement aux États-Unis. On passerait d'une croissance de 7, de 8 à autour de 2%. Ok. Et voilà, donc il y a eu un petit effet Trump d'élection présidentielle et voilà, ça montre un ralentissement aujourd'hui derrière parce qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes aux US. Mais ce qui change aux US par rapport à l'Europe, c'est la croissance et les dépenses des ménages. Il n'y a quasiment pas d'épargne chez les ménages américains. Et on voit que si on fait un trend par rapport à 2020, on voit que les dépenses ont fortement augmenté post-Covid. Et par rapport, si on fait le parallèle en France, on a un taux d'épargne important. En fait, c'est ce qui soutient la croissance aux US, et c'est ça, c'est la consommation des ménages. Et c'est pour ça qu'ils ont une croissance, eux, à plus de 2%, et nous, on est à moins de 20% sur 2024. Et c'est culturel, du coup, David, tu l'expliques comment exactement? Ouais, c'est culturel. Moi, je dis, alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, en France, on a une protection sociale, que ce soit contre, si on va à l'hôpital, voilà, enfin, j'exagère un peu, mais c'est payé par la sécurité sociale, enfin, on a une sécurité pour le chômage, on a la retraite. Donc, théoriquement, ils devraient être plus fournis que nous, entre guillemets. Mais nous, c'est vrai en France, on a une plus grosse aversion pour le risque, et c'est vrai qu'on épargne beaucoup plus. On voit que la collecte sur le livret A est toujours très, très importante. Alors qu'aux US, ils dépensent, et du coup, ça contribue à la croissance. Donc, voilà. Ok. Il n'y a pas forcément, mais voilà, c'est vraiment dans le comportement américain par rapport au comportement européen et qui est encore plus exacerbé en France, quoi. Euh, euh,
Hop. Ensuite, on passe aux chiffres avancés sur les entreprises. La même chose côté. Non, pardon, je vais passer une diapo. Ouais, les mêmes chiffres côté Europe. On voit que sur les indices, les indicateurs avancés, nous, on est juste sur la partie service, on est juste au-dessus de 50. Donc, s'il manque déjà un premier ralentissement de l'économie qui va pas dans le sens d'une reprise un peu de la croissance en Europe. Et la partie manufacturière reste en contraction. Le taux, en fait, était à 46,6 en janvier, après 45 en décembre. Donc, une réaugmentation, mais le fait qu'on soit sous les 50, c'est plutôt un ralentissement économique. Et pareil, sur la partie investissement, les investissements continuent de baisser en zone Europe. Donc voilà, ce qui n'est pas pour une accélération de la croissance à moyen terme. C'est pour les chiffres de la croissance sont plutôt inquiétants et ne miltent pas pour une augmentation de la croissance en 2025, malgré les ambitions affichées. Mhm. Euh, alors, autre donnée qui est suivie dans la politique monétaire, c'est le taux de chômage. Alors, aux US, il se porte très bien puisqu'il était un petit peu remonté, mais là, les derniers chiffres montrent une descente à 4% du taux de chômage et surtout une accélération des salaires. Les salaires ont augmenté de 4,1% sur un an, ce qui n'est pas du tout pour une inflation à 2%. Et c'est pour ça qu'on va le voir plus tard, mais que les banques centrales, notamment la Fed, la banque centrale américaine, a mis le pied sur le frein parce que l'inflation ne baisse plus. Et donc voilà, ils doivent arrêter leur baisse de taux pour l'instant. Euh, sur, et en UE, en Union européenne, on voit que le taux de chômage il diminue. Il était remonté sur la période Covid, mais on voit qu'il est vraiment au plus bas historique depuis plus de 10 ans. Et en France, le taux de chômage a diminué très légèrement à 7,3% sur le T4. Donc, une bonne activité, le chômage est plutôt plus bas. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, même si les banques centrales, ça ne les aide pas dans l'assouplissement économique. On parlait de l'inflation, on voit que, donc pour rappel, hein, l'inflation était montrée très haut au moment en fin 2022. On voit que si on regarde l'Union européenne, donc l'Union européenne c'est le bleu, les États-Unis c'est le bleu clair et zone euro c'est le bleu foncé. On voit que pour l'Union européenne, on est monté à plus de 10% en 2022. Et on voit que grâce aux actions des banques centrales, l'inflation a fortement reflué sur 2022-2023. On est très proche de l'objectif, mais on voit que sur les derniers mois, en fait, les derniers mètres pour atteindre l'objectif sont très compliqués et on voit qu'il y a quand même une stagnation de l'inflation. Et on verra plus tard, mais les derniers mètres sont durs parce que justement, les hausses de salaire restent encore importantes et qu'ils maintiennent en fait une inflation, on va dire, au-dessus de 2%. Et pareil aux US, on a un peu le même schéma. On est monté un peu moins haut parce qu'il y a un peu moins de conséquences sur la guerre en Ukraine parce qu'ils ont du pétrole. Donc on voit que pareil, les actions des banques centrales ont fait baisser l'inflation. Et pareil, on voit que ça a aussi du mal à revenir sur les 2%. Mhm. Et on voit qu'en plus, les derniers chiffres, en janvier, l'inflation est ressortie à 3%, alors qu'on avait 2,9 en décembre. Donc on voit quand même une petite remontée de l'inflation. Et quand on voit la hausse des salaires qui est encore à plus de 4%, bah, ça va Mhm. maintenir encore une inflation bien supérieure à l'objectif de 2%. Donc, ils vont plus pouvoir en faire baisser leur taux. Si on regarde pour les anticipations d'inflation, donc aux US, ils attendent un peu plus de 2 en 2025-2026. Ici, on attendait 2,9, on est à 3%. Et en Europe, on attend d'attendre l'objectif cette année, 2% en 2025. Et sous les 2026, sous les 2% en 2026. Mais selon toi, ça sera atteint? Bah, là, effectivement, bon, on va le voir hein, sur la partie en Europe, il y a l'effet sur le coût de l'énergie qui va baisser, notamment en France. Bah, les tarifs supplémentés EDF vont baisser là en Mhm. février. Donc, ça va faire un effet de base tout de suite positif par rapport à l'énergie. Mais il reste la question des salaires qui sont encore dynamiques. Il y a toujours un effet retard hein, parce qu'on regarde en fait dans les NAO, hein, on regarde les négociations annuelles, on regarde dans les grands groupes, on regarde
notamment l'inflation qu'il y a pu avoir l'année précédente et l'inflation qu'il va avoir. Donc, en fait, il y a toujours un petit effet retard dans les salaires, et donc ça met du temps à se propager. Donc, le ralentissement économique devrait permettre en Europe d'atteindre la cible des 2%. Par contre, aux États-Unis, c'est très compliqué. Donc, c'est très compliqué parce que les hausses de salaire sont très importantes encore. Ouais, ok. Et là, on voit ce qui est intéressant, c'est voir la décomposition de l'inflation. J'ai une question, il faut bien comprendre. S'il y a hausse de salaire, il y a plus d'inflation? C'est Oui, lié. bien sûr, parce que ça se diffuse partout. Ça se diffuse notamment dans les entreprises de services, où c'est là où les salaires sont par défaut enfin, le plus gros moteur de l'inflation dans les services notamment. Et on le voit ici hein, sur la décomposition de l'inflation en Union européenne. Donc, on avait atteint 10%. Donc là, c'était principalement l'énergie qui avait un impact sur l'inflation. Mais on voit que l'inflation sur l'énergie a quasiment disparu. Et en plus, il y aura l'effet en France sur l'impact sur les tarifs réglementés EDF, donc il devrait avoir une contribution négative en France. Sur l'alimentation, on avait eu une grosse inflation sur l'alimentation, pareil en 2022-2023, mais on voit que cette inflation sur l'alimentaire, elle a fortement réduit. Alors qu'on dit que l'inflation a fortement réduit sur l'alimentation, ça veut dire que les prix augmentent moins vite, mais ils augmentent quand même. Mais au lieu de prendre 4-5% en moyenne, ils prennent plus que 1% aujourd'hui. Donc c'est un Ouais, ralentissement de la hausse. Voilà. ouais, ils sont pas revenus au niveau quand même d'avant Covid, quoi. Ça Ouais, augmente tout le voilà. temps. On voyait l'inflation sur l'alimentation, j'ai pas fait, c'était 3-4% en moyenne. Alors aujourd'hui, on est plutôt à peine 1%, quoi. Moins d'1%. Mm. Mais ce qui n'arrive pas à baisser, c'est l'inflation sur les services. Et Mm. l'inflation sur les services, en fait, c'est les salaires. Et on voit que ça, voilà, c'est ce qui permettra de baisser l'inflation sur les deux, c'est une baisse de l'inflation sur les services. Donc un ralentissement des salaires. Et on le voit aux États-Unis, les services, en fait, c'est quasiment 100% de l'inflation aujourd'hui. Donc les 4,1%, ils vont être très embêtés avec ça, s'ils n'arrivent pas à faire baisser la pression sur les salaires. Et baisser la pression sur les salaires, c'est tout simplement l'objectif de la Banque centrale, finalement, c'est faire monter le chômage. Donc concrètement, c'est ça. Plus il y a du chômage, moins il y a de pression sur les salaires, et plus les travailleurs sont disposés à chercher une moindre augmentation des salaires. Ouais. Mm. C'est un peu, voilà, c'est pas dit clairement, c'est un peu le principe. Euh, voilà. Bon, en France, bon, je pense qu'effectivement, la partie énergie sera plutôt en négative. On voit le prix à la pompe, il est quand même moins cher que 2022, donc finalement, c'est une inflation négative. Les prix de l'électricité, il y a toujours un décalage avec les tarifs EDF. Donc là, on va le voir à partir de février. Donc, l'objectif des 2%, il est quand même plus qu'atteignable. Et c'est pour ça que la BCE va pouvoir continuer de baisser ses taux. Alors que les US vont être plus embêtés parce qu'effectivement, il y a une forte hausse des salaires, donc cette partie-là, elle a du mal à baisser. Et donc, sur les actions des banques centrales, on le voit, hein, crise Covid, action inédite des banques centrales, une augmentation des taux qu'on n'avait jamais vue. On est passé de taux négatif, donc c'est moins 0,5. On est monté à 4% en un temps record. Et là, on a déjà pu procéder à des baisses de taux, donc 5 baisses de taux de 25 BP. Et on va pouvoir continuer à le faire pour arriver à un taux neutre qu'estime la BCE. Donc, ils pensent qu'ils vont pouvoir baisser leur taux entre 1,75 et 2,25. On parle plutôt d'une fourchette entre 1,75 et 2, d'ailleurs. Et la Fed devra faire une pause. Mais tout ceci n'est pas sans conséquence hein, sur les devises, parce que ça va renforcer fortement le dollar. Euh, parce que le fait que le loyer de l'argent soit plus important aux Aux États-Unis, États-Unis. Mm. ça va faire plutôt un afflux de capitaux aux US, parce que Mm. l'argent est mieux rémunéré, donc faire augmenter le dollar par rapport à l'euro. Et donc, voilà, ça va être voilà. Bon pour Donc nos les utilisateurs. investisseurs risquent plus de se tourner vers les États-Unis que vers l'Europe, quoi. Exactement. Et c'est bien pour nos sociétés qui exportent aux US, parce que ça veut dire un dollar fort, ça veut dire que leurs biens sont plus compétitifs. Sauf si Trump met des droits de douane, qui viendra compenser la hausse du dollar. Mais on a déjà vu hein, la hausse, enfin j'ai pas mis de graphique sur la partie de yield, mais
le dollar s'est fortement apprécié sur les 2-3 derniers mois par rapport à l'euro. Justement parce que la Fed sera obligée de marquer une pause. Sans doute pas de baisse de taux sur le premier semestre. Alors que la BCE en fera encore 2-3. Mais la BCE a deux problématiques. C'est l'endettement des pays. Donc, elle est obligée de continuer, enfin, elle est quasiment obligée de baisser ses taux pour faire baisser la pression du coût de l'endettement sur les pays. Et notamment sur la France, on voit que historiquement, la France payait sa dette moins cher que l'Espagne. Sauf qu'aujourd'hui, c'est inversé. La France paye plus cher que l'Espagne. Tout simplement parce que l'Espagne a une croissance beaucoup plus importante que la France aujourd'hui et moins de risques politiques. Donc la France paye son risque politique déjà aujourd'hui parce qu'elle emprunte, elle est 10-15 BP, enfin 0,15% plus cher que l'Espagne. Et sur des centaines de milliards, des milliers de milliards, ça joue quoi. Il y a aussi, bon, il y a des défis, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, c'est que l'Europe exporte beaucoup, notamment vers la Chine et les US. Mais une guerre commerciale, ce serait très compliqué quand même pour la croissance de l'Europe, parce que aujourd'hui, 50% de la croissance, c'est des exportations, mais s'il y a une guerre commerciale, ça va un peu geler toutes ces exportations, et donc la croissance de l'Europe va s'en ressortir. Si tu veux dire s'ils mettent des barrières à l'entrée, si Trump met ses Exactement. droits de Ouais, pour douane privilégier les produits locaux produits aux US. Donc les sociétés exportatrices n'ont pas le choix. Ou ils seront pas compétitifs et du coup leur produit ne se vendra plus. Ou c'est de ouais, construire une usine aux US justement pour investir dans le pays, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Euh, Et ensuite, on voit effectivement les perspectives de croissance qui sont hétérogènes. On voit la France, on est autour de 1, c'est une croissance un peu molle. L'Allemagne était en récession sur 2024. Et par contre, on voit l'Espagne, on est autour de 3% de croissance sur 2024 et on voit quand même des perspectives de croissance supérieures à 2%. Voilà. Bon, Et comment ça l'Espagne, se fait comment on explique que l'Espagne, comme ça, avait une croissance telle? alors l'Espagne, alors, ils ont connu une crise, mais ils sont bien redressés et une plus grosse partie de leur économie dépend en fait du tourisme. Et donc c'est vrai que voilà, ils ont un dynamisme. Et c'est pareil pour le Portugal, hein. Le Portugal, ils sont développés encore plus ces dernières années sur la partie tourisme et ça leur apporte beaucoup de croissance. Ok. Voilà. C'est Mais c'est étonnant qu'en France, quand même, on est un pays hyper touristique. Comment ça se fait que ça booste qui pas plus? représente en contrepartie, enfin qui représente moins du PIB par rapport à l'Espagne. Alors, j'ai pas les données chiffrées là, mais c'est beaucoup, enfin, c'est beau. Alors, on est le premier pays touristique, quasiment ex aequo avec l'Espagne, mais l'Espagne, sur le PIB, la partie La touristique, part? la part du tourisme correspond à beaucoup plus en pourcentage en Espagne Ok. par rapport à la France. Ok. Voilà. Où on a une industrie plus importante, etc. On a une production automobile plus importante qui est un peu en difficulté. Voilà. Enfin, voilà. Et Ouais. puis, voilà. La part du tourisme représente beaucoup plus en Espagne dans le PIB, donc c'est pour ça qu'ils ont une croissance beaucoup plus importante Ok. et plus dynamique. Et ça se ressent ils empruntent moins cher que nous maintenant. Donc c'est un gros avantage. Parce que nous, on va être la dette, j'ai pas fait un, alors, j'ai pas le poids de la dette. Le poids de la dette a fortement, ben, vous le savez tous, en France, il a fortement augmenté. Mais là, avec la hausse des taux d'intérêt qu'il n'y avait pas pendant la période Covid où l'argent coûtait zéro, aujourd'hui, le remboursement de la dette coûte très cher à la France. Et donc, ben, voilà, Ça plombe. ça plombe un peu le budget et pour développer des politiques de reprise. Hmm. Et ensuite, on termine par les performances des classes actives sur 2024. Alors, où il fallait investir en 2024, c'est aux États-Unis, où on a des croissances, que ce soit Nasdaq, le S&P 500, de plus de 30%. Encore plus si vous avez investi en dollars, parce que le dollar s'est renforcé par rapport à l'euro, pour les problématiques qu'on a pu voir. Et aussi bien noter la performance de l'or, 35%. Donc ça, c'est pas forcément bon signe, parce que ça reflète les tensions géopolitiques, voilà, tous les dangers
peut exister dans l'économie. C'est pour ça que voilà, l'or s'est apprécié. Sur la partie Europe, on voit que on est autour de 10% sur les actions européennes. La France, les actions françaises sont en queue de placement, on est flat. Bon, c'est le risque politique, hein, c'est la dissolution, puis le gouverneur Barnier qui a sauté. Et on voit que quand même depuis le début de l'année, la France est un peu reprise, mais voilà, on reste en retard par rapport à l'Europe et encore plus par rapport aux États-Unis. Voilà. Et par rapport à ce qui avait été anticipé, ce qui a été un peu inattendu, c'était un peu voilà, le report des baisses de taux, notamment de la Fed, parce que l'inflation a du mal à baisser. Donc retenir qu'on est proche de l'objectif de 2%, mais que les derniers mètres sont bien difficiles à atteindre. On vient de très loin, mais voilà, le dernier kilomètre pour arriver aux 2% est très compliqué. Et voilà, donc l'or qui est en forte hausse et la baisse des matières premières, notamment le pétrole, voilà, le pétrole a baissé et qui pourrait être maintenu sous pression parce que Trump va augmenter la production de pétrole parce que lui, il souhaite que le pétrole baisse justement pour permettre pour une inflation plus basse, pour qu'il y ait une baisse des taux et voilà, pour que la croissance des US reparte de l'avant. Et pareil sur les produits agricoles et tout ce qui est acier et fer, voilà, qui sont plutôt en bas de cycle. Je ne sais pas si vous avez des questions plus générales ou plus précises ou. Moi, j'ai une question. On n'a pas parlé des bitcoins, etc. Là, et autres, Ah oui, ouais. une influence sur les marchés. Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste de la partie crypto, mais effectivement, Trump avait fait son programme sur un peu une libéralisation de ce pan d'actifs. Et on a vu effectivement une très forte hausse sur la fin d'année. Donc voilà, j'ai pas d'expertise là-dessus, je sais pas trop, mais ouais, j'ai pas de. Pour Voilà. savoir si ça a impacté, s'il y avait des impacts justement qui étaient pris en compte. J'ai pas compris, pardon. Il y avait des impacts justement sur la vision qu'on peut avoir des différents taux. Non, les banques centrales ne prennent pas la valorisation des crypto-monnaies prennent pas en compte la valorisation des crypto-monnaies dans leur politique des banques centrales. Par contre, effectivement, les actions des banques centrales ont un impact sur les valorisations des crypto-monnaies. Normalement, une hausse des taux des banques centrales a un impact négatif sur les crypto-monnaies. Voilà. Parce que qui dit hausse des taux, dit hausse du taux sans risque. Et donc, les flux financiers iraient plutôt vers du taux sans risque, qui sera rémunéré, je n'importe quoi, 4-5%, plutôt que vers la crypto-monnaie. Par contre, si le taux sans risque descend à 1%, effectivement, l'argent qui dort rapporte pas grand-chose. Donc, il a plutôt tendance à être sur les actifs risqués, notamment les crypto-monnaies, les actions, etc. Voilà. C'est un peu ça le principe. Voilà, c'est le comportement théorique. Après, des fois, dans les cryptos, c'est plus compliqué à analyser. Il y a plus, voilà, il y a d'autres données qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, baisse des taux, actifs risqués ont normalement une meilleure valorisation. Ok, donc là, sur les taux d'intérêt, par exemple, pour les particuliers sur l'habitat, en fait, sur 2025, ça va avoir tendance plutôt à la baisse, en fait, d'ici la fin de l'année ou. Alors, c'est assez compliqué. Alors, moi, je pense plutôt une stabilité. Alors, les Ouais, taux, en théorie, étaient le plus bas, c'était vers novembre. Là, c'est un peu remonté. Alors, on le voit pas forcément dans les barèmes des taux de crédit habitat parce que il y a une concurrence entre les banques. ouais. Les barèmes ne sont pas forcément sortis au plus bas ici, hein, donc peut-être que les banques sortent le barème ici. Donc, bon, on est dans un couloir, ça joue à 10-15, enfin 0,10, 15 entre 0,10 et 20%, ça ne se voit pas forcément. Mais là, théoriquement, on était plutôt sur les premières semaines sur une petite remontée des taux. Donc, bon, moi, je pense pas que les taux de crédit habitat, par exemple, vont baisser, hein. Non. Non. Parce qu'on parle de taux court de la BCE autour de 2%. Donc, il n'est pas anormal
de voir des taux de crédit habitat à 3%, en fait. Voilà, c'est Hmm. un point logique. Par contre, l'épargne, le taux de l'épargne va baisser. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, euh, le livret A suit l'Ester. Donc là, il est passé de 3 à 2,4, mais très certainement en août, il devrait passer à 2, voire un peu moins. Et voilà. Et Il pareil pour devrait. les Et pareil pour les certificats monétaires qui suivent l'Ester, le taux jour le jour, bah, leur rémunération va baisser. Donc il ne faut pas forcément regarder la rémunération passée, il faut voir qu'il faut bien avoir conscience que l'Ester va baisser, donc la rémunération des certificats monétaires va baisser aussi. Mhm. Ce qui devrait peut-être engager du coup les Français à consommer plus, quoi, du coup, et moins. Ça peut être un stimulus, effectivement, en janvier, avec l'info que le livret A, le taux du livret A allait descendre à 2,4%, Ouais. la collecte dans les livrets A a fortement baissé. Donc ça peut être effectivement une manière de relancer la consommation des ménages, Hmm. effectivement. Euh, Et l'objectif, c'est de faire baisser l'inflation. oui, sous les 2%, mais en Union européenne, on est entre 2 et 2,5. Donc, voilà. Notamment en France, où il y a, comme je l'ai dit, il y a un impact positif, qui joue beaucoup sur le portefeuille des ménages, c'est les tarifs réglementés de l'électricité. Et alors, de mémoire, c'est 15-20% de baisse hein, sur les tarifs réglementés. Donc, Mhm. ça va avoir un bel impact quand même sur les finances des ménages et sur l'inflation en France. Donc, l'inflation devrait descendre tous les 2%, je pense, en France d'ici la fin de l'année. Sans toucher au taux de chômage? Parce qu'en gros, le plus gros, que j'en ai compris, On celui t'entend pas bien, Thibaut. qui a le plus d'impact, vous m'entendez là ou pas? Ouais. Ce qui a le plus d'impact, c'est finalement les salaires donc dans le service. Oui, Donc, faire remonter le chômage, enfin, le taux de chômage baisserait aussi l'inflation. Peut-être oui, que la stratégie, elle va pas être là-dessus. Parce que parce que finalement, au plus il y niveau a un taux de voilà, de l'énergie, on a vu que c'était même s'ils font baisser de 15%, en vrai, C'est ça le va pas chômage. faire baisser grand-chose, quoi. bah, si, parce qu'il y aura une inflation négative sur l'énergie, en fait. Parce que là, Ah, il va passer en négatif. Ah bah oui, comme en oui, oui, bien 2000. sûr. En fait, l'inflation, c'est juste une comparaison de base, en fait. On regarde par rapport à un an combien on était. Donc, si, bon, on l'a vu hein, sur l'énergie, pendant quelques mois en 2023, on était en inflation négative sur l'énergie. Donc, ici, effectivement, la part elle est très importante, mais effectivement, on pourrait être en inflation négative, effectivement, sur la partie énergie qui viendrait compenser, en fait, une inflation sur les services ou sur l'alimentation. Et si je regarde au niveau des États-Unis, parce que Ouais. finalement, la l'énergie et tout ça, ben, ils ont pas, il y a que sur le taux de chômage et tout ça, ils peuvent jouer, non? Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est l'indicateur qui est le plus suivi aux États-Unis, c'est effectivement le taux de chômage et l'évolution des salaires. Et tous les semaines, il y a des chiffres qui tombent et ça crée une volatilité sur les taux. Et est-ce que, David, c'est pour ça que Trump vire tous les fonctionnaires comme ça, en fait? Est-ce que ça joue aussi? Puisque bah, là, il met plein de gens au chômage. Moi, j'ai un ami qui bosse à Washington et sur 400 personnes, 200 se sont fait virer. Alors, Euh, je pense que c'est pas forcément lié à l'inflation, mais c'est qu'il y a aussi dans le problème de dette aux États-Unis, ils ont beaucoup de personnes à travailler. Je pense qu'ils veulent faire des économies là-dessus pour mettre des budgets sur autre chose. Voilà. Je pense ok. qu'il veut diminuer mais oui, ça joue sur le taux de chômage aussi indirectement, parce qu'effectivement. Mais je pense pas que son objectif premier, ce soit pour faire monter le chômage, mais pour faire réduire la voilure en fait Ouais, comme sur le service public en fait aux US. Parce que ouais, c'est ouais. vrai ils ont, ils- je- régulièrement, on entend que l'Assemblée doit valider d'augmenter le plafond de la dette. Et je pense qu'il veut éviter ça, il veut voilà, ralentir, diminuer le train de vie un peu de l'État, quoi. Bon, attends, avoir raison. Hein, Mais du coup, en France, ça paraît un peu dément parce qu'en fait, tu dis, il faut baisser le chômage, en fait, effectivement, pour arriver à une inflation 2, voire moins de 2. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter dans les CHR, et donc là, enfin, ça me paraît un peu augmenter. La situation, on aurait moins d'inflation, donc ça veut dire que le coût de la vie serait moins cher à condition qu'il y ait plus de gens au chômage. Oui, bah, parce qu'en fait, aujourd'hui, une personne qui arrive sur le marché, en fonction de certains métiers, c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne qui arrive dans le chômage avec une expertise, bah, finalement, bah, comme
il y a plus d'entreprises qui demandent cette personne-là, bah, finalement, elle va négocier fortement son salaire. Donc, en fait, ça contribue à augmenter les salaires. Donc, si les salaires augmentent, bah, l'entreprise qui emploie des personnes, bah, forcément, elle répercute sur le prix de vente de son produit. Ouais, bien sûr. Ok. Forcément, ça crée une inflation sur les produits. Ça se reflue sur les produits derrière. Et Donc donc, la au final, ça tendance, paye plus cher les produits. pardon. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'on peut présager quand sur 2025, les entreprises vont, enfin, vont ne pas pratiquer de hausse de salaire. Enfin, ils vont essayer en fait de réduire leur masse salariale ou au moins de rester au statu quo, quoi. Oui, bah, tu vois, on l'a vu, bah, nous, dans notre branche, sur les NAO, sur les banques, en fait, Ouais, je pense qu'il n'y a pas de banques qui ont fait des banques salaires, des augmentations de salaire supérieures à 1%, quoi. Voilà. Donc, et on fait partie des services, hein, sur la partie, bien sûr. au niveau bancaire, on fait partie des services où les salaires jouent beaucoup, en fait, sur l'inflation. Et donc, effectivement, il y a une restriction des salaires, tout simplement parce que là, il y a aussi la croissance économique ralentie. Donc, ça incite un peu, effectivement, les entreprises à une modération salariale. Voilà. Il y a un peu plus de Qui tension quand fait même. modération salariale, ça veut dire moins de consommation aussi, du coup. Donc, pour les startups qui sont là ce matin, c'est des clients aussi qui seront peut-être un Oui, peu plus frileux. ah oui, non, bien sûr. Ok. Bien sûr.